Moi, je pense que la solution est en nous, ça c'est typique de l'animal domestique aussi, la foi en le maître. C'est le maître qui va me sauver. Moi, mon destin n'est pas vraiment entre mes mains, c'est un élu qui va sortir des urnes, ou en tout cas quelqu'un d'autre va faire à ma place. Ce que je ne suis pas capable de faire, les responsabilités sont une charge trop lourde pour moi, etc. Et je m'agace un peu de ça. Cher Laurent Oberton, bonjour. Merci d'être venu chez nous, chez Boulevard Voltaire. Nos lecteurs et nos spectateurs vous connaissent bien et vous apprécient. Vous avez commencé par le journalisme, vous êtes maintenant romancier et essayiste. On a connu vos grands succès avec la sortie de La France Orange Mécanique, La France Beat Brother ou encore La France Interdite. Et puis plus tard, Guérilla, Éloge de la Force, qui vous ont fait encore plus connaître avec les éditions Manus. Et aujourd'hui, vous publiez Raisonnablement sexiste avec cette gueule de lion en couverture. Alors dans ce livre qu'on va parcourir ensemble, vous ne parlez plus du sexe des anges, mais plutôt de celui des femmes et de celui des hommes par ailleurs. Dans une vision presque Welbeckienne, on a l'impression, dès les premières pages, on se sent dans un espèce de magazine de charme des années 90, on y reviendra. C'est vrai que Laurent Oberton, on vous pensait plutôt obsédé par la question sécuritaire et migratoire, mais à mon avis, Sandrine Rousseau, après la lecture de cet ouvrage, vous dira obsédé par le cul. Vous êtes un peu, on pourrait dire, un Jean-Michel ou un Jean-Kévin, on y reviendra. Et vous évoquiez aussi donc le wokisme et le féminisme, vous nous direz s'il y a un lien avec les premiers sujets de vos premiers essais. En bref, vous expliquez dans ce livre que toute la différence entre hommes et femmes vient de l'ADN et de la génétique, et vous souhaitez presque réinverser la vapeur, vous nous donnez même des solutions en fin de livre, on y reviendra. Mais avant de parcourir ce livre, une question un petit peu provocante pour rendre hommage à notre ami Jean-Pierre Elkabbach, ce feu grand journaliste qui nous a quittés. Laurent Oberton, vous n'avez pas honte d'être misogyne ? Je n'en ai pas honte si je le suis, mais je pense pas l'être autant que ça. D'où ce titre qui met l'accent sur le caractère raisonnable de la démarche, puisqu'aujourd'hui on peut plus échapper à cette accusation. En France, quand on parle d'un sujet de société, de toute façon quel qu'il soit, on sera accusé si on a une position qui est plutôt relative au bon sens. Si on parle d'immigration, on sera raciste. Si on parle d'hommes et de femmes, on sera sexiste, etc. Il y a toujours un joli petit anathème pour nous caractériser. Donc prenons les devants et assumons de dire des choses qui nous vaudront ces excommunications. Puisqu'il s'avère que je pense que mes parents ont pensé les mêmes choses, mes grands-parents aussi, etc., etc. Et il est devenu plus ou moins criminel de le faire aujourd'hui. Donc je pense qu'il ne faut pas dévier et pas se laisser intimider et continuer à assumer, d'avoir une vision qui entre-temps est devenue rétrograde et malsaine et nauséabonde et tout ce qu'on veut. Moi, je pense pas du tout avoir de mauvaises intentions, en tout cas, et je me contente simplement de dire ce que je vois. Alors, je vous comparais un peu à Michel Houellebecq dans Sérotonine, tout ça. Vous adoptez dans ce livre un langage un peu cru, un peu dérangeant, parfois sale, diront certaines. Est-ce que c'est le style de Manus, de la marque de la Furia? Est-ce que c'est nécessaire pour faire passer ces idées? Est-ce que vous avez voulu être tapageur? Disons que ça simplifie. Je sais que je parle au public, au grand public, et j'essaie de lui parler un petit peu son langage. Et je trouve que certains termes fonctionnent mieux que d'autres. Et quelque part, ça désinhibe le lecteur quand, notamment en matière de sexualité, on va employer des mots crus, des choses qui sonnent vraies, je pense, puisqu'on a beau être des singes très civilisés et avoir le vernis des bonnes intentions. Derrière, il y a quand même des réalités assez primaires, assez primitives. Et je trouve que c'est amusant de les retranscrire sur le papier et de faire réagir ainsi le lecteur qui doit se reconnaître, je pense, malgré l'hypocrisie de circonstances, dans pas mal de mes observations. Parce qu'on est tous mus par les mêmes
plus que sentiments, les mêmes pulsions, on va dire. Alors vous attaquez régulièrement dans cet ouvrage à plusieurs personnalités, les anciens présidents de la République, et en premier lieu Emmanuel Macron. Et quand j'ai lu votre ouvrage plus tard, je me suis dit, vous attaquez bien en tête Emmanuel Macron, pourtant est-ce que vous pensez, vous, qu'il est dans cette obsession wokiste, dans cette déconstruction de l'homme et de la femme? Parce que c'est le premier de vous attaquer, est-ce que vous pensez que le président de la République actuel souscrit à cette vision dégenrée des hommes et des femmes? Alors le président de la République mériterait une analyse anthropologique poussée, ce serait très instructif. Mais non, moi je pense qu'il vit sa vie, il a suffisamment de préoccupations comme ça, et je ne le pense pas dans cette optique-là. Pas lui en tout cas. Peut-être que certaines personnes qui lui sont très proches et très chères ont ce genre d'influence. Mais lui, non, j'ai jamais relevé de trucs absurdes de ce point de vue-là. Je constate qu'il n'a pas d'enfant, et à mon avis, c'est important. Et quelqu'un qui est chargé de présider à l'avenir de nos enfants, ça m'a toujours un petit peu fait tiquer. Je pense que quand on a ce genre de responsabilité, on voit les choses extrêmement différemment. C'est pas la peine même d'être président, mais dans la vie de tous les jours, le fait d'être parent re-hiérarchise totalement notre vision des choses. Et ça m'a toujours frappé que beaucoup de nos gouvernants, de ces gens qui veulent notre bien, qui parlent toujours de l'avenir de nos enfants, n'en ont pas eux-mêmes. Justement, on y reviendra parce qu'il est finalement ce personnage qui reste un enfant éternel dont vous parlez un petit peu plus tard, qui ne donne pas naissance. C'est ça, c'est-à-dire que lui, il est là pour lui. On sait que ce qu'il fait, c'est uniquement pour sa gloire à court terme, pour sa petite appréciation de sa personne. Et c'est tout. C'est que quelque part, il participe de ces individus éphémères pour qui l'histoire prend fin avec eux-mêmes. Et je pense que c'est très révélateur. Moi en tout cas, on ne partageons pas forcément cette démarche. On s'inscrit encore dans un passé, dans un avenir. Et lui, non. Et le fait que ce soit lui qui soit aux commandes, qui préside à notre destin, avec d'autres évidemment, c'est plus inquiétant que rassurant. Alors dès le début, dans les premiers chapitres, vous exposez un peu votre vision de l'homme et de la femme, mais qui est essentiellement liée, d'après vous, à la génétique, aux chromosomes, aux hormones. Et vous dites finalement l'homme, c'est le rassurant, c'est le guerrier, celui qui va de l'avant, qui va à l'extérieur, qui presque ramène l'argent au foyer, où la femme a, elle, une attitude beaucoup plus charnelle, protectrice, sentimentale. On a l'impression que l'homme est l'épée, la femme le bouclier. Finalement, on se pose la question, est-ce que selon vous, dans cette vision, la femme n'est là que pour se reproduire et perpétuer l'humanité et créer des hommes épais? Alors la différence majeure entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes ont cet aspect un peu chair à canon, c'est-à-dire il y aura beaucoup plus de pertes, il faut se distinguer, c'est une compétition parce que les hommes, d'un point de vue biologique, ne valent pas cher, c'est-à-dire ils produisent des gamètes en abondance, ils peuvent se reproduire n'importe comment avec n'importe qui, donc ils sont bon marché en quelque sorte. Alors que les dames ont des ovules qui sont rares, qui sont chers, qui sont coûteux, qui impliquent donc un principe de sélection de leur part. Donc c'est au mâle de faire la roue, comme les pans en quelque sorte, de se démarquer par rapport à la concurrence, de montrer une valeur supérieure, un statut, de l'argent, des ressources, de la protection, de la bienveillance, etc., etc. Et c'est à madame de choisir, dans son intérêt évidemment, puisque la reproduction des deux gamètes va fusionner les deux patrimoines génétiques. Donc on a à chaque fois intérêt à choisir son partenaire. C'est évident sur le papier, mais on sent bien que pour beaucoup de nos semblables, ça a cessé d'être une évidence, le choix d'un partenaire responsable et conséquent, etc., dans l'intérêt de ses enfants. Donc je remets l'accent sur des choses qui paraissent vraiment évidentes, mais qui l'ont paru, que les animaux font plus ou moins par instinct, et que, il me semble, on l'a largement perdu de vue. Donc j'essaie de nous ramener à ça en disant c'est très bien de penser que tout le monde est égal, que Sartre a raison, que l'existentialisme, chacun choisit son petit rôle et s'amuse par hasard en quelque sorte. Mais non, moi je pense qu'il y a des principes très très profonds. La biologie, effectivement, alors c'est peut-être fasciste, c'est peut-être sexiste, c'est peut-être tout ce qu'on veut, mais ça existe. Oui. Et on se rend compte, plus on essaie de l'éliminer du paysage, plus d'imposer aux uns leur mode de vie, l'égalité, etc., plus on se rend compte que ça résiste. Il y a des principes qui nous animent et qui semblent plus forts que tout ça.
Donc, à mon avis, on aurait intérêt à les prendre en considération avant de suivre, je sais pas, les directives de Najat Vallaud-Belkacem et autres, pour notre bien, ça va sans dire, mais quand même. Alors effectivement, vous entrez dans des raisonnements presque scientifiques, d'ailleurs c'est très sourcé, vous apportez beaucoup de preuves et d'articles, voilà, ça fait du bien aussi d'avoir des livres avec beaucoup de sources, c'est un travail assez sérieux, et vous semblez dire que presque 80% de notre comportement est lié à de l'inné, tout n'est pas construction sociale et acquis, c'est ce que vous dites, et finalement notre cerveau ne contrôlerait pas tout viendrait plutôt du charnel, du cœur, est-ce que c'est pas une réflexion de femme ça justement? Alors moi, ça m'a toujours frappé à quel point l'homme s'aveuglait sur lui-même. C'est-à-dire il y a cette illusion du moi, de ma liberté totale, de mon pouvoir de décision, au point de penser qu'il suffit d'un bon état, d'un bon parti, d'une bonne discipline pour faire des êtres humains absolument ce qu'ils ne sont pas, ce qu'on voudrait bien en faire. Croyance, encore une fois, très ancrée dans les esprits français. Et l'observation élémentaire nous montre que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, qu'effectivement, il y a des choses bien plus profondes. On va justifier, on va intellectualiser nos actes et nos volontés, nos aspirations après coup, en se disant « mais oui, mais c'est parce que j'ai choisi, parce que j'ai été influencé, parce qu'il m'arrivait ceci ou cela quand j'étais petit ». Et en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et on a du mal à admettre que ces choses-là nous dépassent et que notre belle raison, justement, reste la plupart du temps quand vient le temps des grandes décisions, la raison, elle reste un petit peu sur la touche. Et je sais que c'est difficile on aimerait bien être tout puissant, mais comme disait l'autre, dans le château intellectuel, dans le château, il y a le propriétaire. Est-il vraiment propriétaire? Sommes-nous vraiment maîtres de notre volonté? C'est pas certain. Alors vous soulevez plusieurs tabous aussi dans ce livre, vous n'y allez pas de main morte, et notamment vous dites il y a une incitation biologique à trouver chaussure à son pied, à se reproduire, c'est la mission de tout être sexué. Mais j'ai envie de vous poser la question, parce que finalement vous dites que c'est un petit peu le sens de l'amour, en fait, que c'est le besoin de procréer, c'est le sens de l'amour. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas d'amour, par exemple, entre les homosexuels ou les personnes infertiles, puisqu'ils ne peuvent pas procréer? Alors, ça part d'une réflexion de Schopenhauer qui pensait qu'effectivement l'amour était une sorte de grand leurre pour forcer les êtres humains, au-delà de leur intelligence et de leur réflexion, à continuer à perpétuer l'espèce. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont être victimes du sortilège, du charme. Et quand on prend du recul, par exemple, on songe au moment où on a été le coup de foudre, etc. Et après coup, parfois, les personnes prennent du recul et se disent bah oui, là j'ai eu je parviens pas à expliquer pourquoi j'ai été à ce point possédé, à ce point idiot, à ce point servile de mes émotions, de mes sentiments, parce que ce sont des forces supérieures. Et l'être humain, en particulier, a cette caractéristique d'être un animal domestique. C'est pas un terme gratuit, c'est-à-dire l'être humain, de par sa société, s'est domestiqué. Donc, il a hérité des caractéristiques de tous les animaux domestiques, à savoir des instincts primaires déréglés. Par exemple, son alimentation ou sa sexualité, ce sont les exemples les plus faciles à comprendre. Quand on compare, par exemple, avec des animaux sauvages où tout est extrêmement codifié, il n'y a pas beaucoup de déviation par rapport à l'objet convoité, souhaité. Et quand on prend, par exemple, la sexualité d'un animal domestique ou l'alimentation d'un animal domestique, comme le chien n'est pas du tout un bon exemple, parce que c'est un animal qui est très peu domestiqué, mais le chien est un animal domestique, ou le porc, par exemple, on verra que en matière d'alimentation ou de sexualité, la régulation est très aléatoire. Et l'être humain, c'est la même chose. Donc, la sexualité humaine a dépassé de très très loin sa finalité reproductive. On parle de l'érotisme en lui-même, enfin, la sexualité étant une récompense par elle-même, sans forcément avoir besoin de cette reproduction finale. L'alimentation, c'est exactement pareil. On ne mange pas du tout pour simplement subsister et se nourrir. Ça va bien au-delà, c'est une forme de fétichisme alimentaire qui est extrêmement développé et qui n'a pas fini de se développer et qui va encore se développer. Et l'être humain a beaucoup de mal, on le voit par l'obésité, par l'anorexie, par tout un tas de problèmes comme ça, à se réguler de lui-même, à s'imposer cette discipline,
il y a du mou en quelque sorte dans la laisse génétique. Et par conséquent, ça peut déboucher sur un peu tout et n'importe quoi. Alors je vais revenir sur un de vos thèmes forts, vous l'abordez dans un chapitre entier, l'immigration. Vous avez d'ailleurs été un des premiers auteurs à vraiment quantifier, qualifier l'évolution de l'insécurité rampante en France. Pensons aux propos récents qui ont fait polémique de Caroline Forest sur LCI, qui parle des immigrés qui arrivent dans un état dangereux, presque débridés sexuellement, et finalement vous dites que l'Occident s'est débridé sexuellement. Est-ce que tout ça peut mener à un cocktail explosif et encore plus dangereux pour les immigrés qui vont arriver dans une société qui en plus est déjà détraquée sexuellement? Alors c'est ce qui m'a valu mon excommunication médiatique. Donc maintenant que c'est fait, je peux en reparler. Le lien entre l'immigration de quantité et les violences aux personnes est manifeste et absolu et complètement indéniable. Les violences sexuelles en particulier. Je crois qu'on était en Île-de-France à 156 plaintes par jour pour des violences sexuelles dans les transports en commun. Seulement pour la seule Île-de-France, 156 plaintes déposées. Donc imaginez le nombre de plaintes qui ne le sont pas, parce qu'on sait très bien que ça ne sert pas à grand-chose. Ce sont des chiffres astronomiques, et quand on analyse le profil des inculpés, des individus dénoncés par les plaignantes, on se retrouve avec une majorité assez large d'étrangers. Et quand on creuse encore un petit peu, on se rend compte que les autres, une énorme partie des prévenus restants hors étrangers sont issus de cette immigration récente. Ils sont français, ils sont nés en France, mais ils sont issus de cette immigration. Et il y a évidemment un énorme problème de compatibilité culturelle. L'image de la femme, le traitement de la femme est extrêmement différent. Donc évidemment, ça crée des problèmes considérables qui sont scandaleusement niés, négligés par les grands médias, qui préfèrent mettre tout ça sous le tapis en disant mais non, mais c'est juste une question d'ajustement, c'est la culture, c'est voilà, tout va rentrer dans l'ordre, les trottoirs sont pas assez larges, etc. Il faut un peu plus d'éducation, mais l'écart est trop grand, cette immigration est beaucoup trop importante pour que ça puisse bien se passer. En tout cas, malheureusement, de nombreuses occidentales sont obligées de s'adapter à ce nouvel état de fait et modérer leur comportement en conséquence. Donc à partir de là, on a perdu. Si les femmes restreignent d'elles-mêmes leur liberté, quel qu'en soit le prétexte, éviter ces quartiers, s'habiller différemment, etc., eh bien, on se condamne, encore une fois, à se soumettre à une nouvelle façon de vivre qui n'est pas la nôtre. Alors dans ce livre, vous avez inévitablement une vision très occidentale. J'aurais aimé vous entendre aussi sur votre vision parce que vous parlez à un moment des femmes dans le monde arabe. Est-ce que finalement, ils n'incarnent pas ce sens de la famille qui a été perdu en Occident? Est-ce que ça peut pas être un modèle dont il faut s'inspirer? En tout cas, qu'est-ce que vous pensez de la femme arabe, de la polygamie, enfin de tout ce qu'on voit ailleurs qu'en Occident? Alors c'est très difficile à dire. Les rapports hommes-femmes ne sont pas du tout les mêmes. Sont pas du tout les mêmes. Pour le coup, ces dames sont très très largement assujetties. C'est-à-dire qu'il y a une terreur masculine qu'il faut pas nier de la sexualité féminine, de la liberté de la femme, comme celle qui a ce pouvoir de sélection. Je pense que c'est quelque chose qui a de tout temps un petit peu terrifié les mâles, et on le constate aussi chez les chimpanzés. Il y a une forme de respect, de déférence par rapport à ce pouvoir féminin, enfin femelle en l'occurrence. Et les hommes ont souvent de tout temps essayé de canaliser cette liberté par des moyens divers, la plupart du temps légaux, moraux. Pendant très longtemps, lors d'un adultère, les femmes payaient le prix très fort et les hommes étaient complètement... c'était pas du tout leur problème. Même à la limite, les femmes victimes de viol payaient le prix de leur viol. Et ça a perduré à certains endroits et beaucoup moins à d'autres. Aujourd'hui en France, lors d'un adultère, comme disait je ne sais plus quel auteur, on ne coupe plus le nez de la femme, il n'y a plus de lapidation, on moque juste le mari cocu. Ce qui montre qu'on a aussi déplacé la responsabilité sur monsieur, c'est-à-dire... Et la question de la réputation, bien sûr. Souvent, on a perdu ce sens de la réputation en Occident, oui. Là où c'est encore très très présent dans les pays orientaux. Mais la réputation aussi pèse un peu plus facilement sur l'homme que dans ces
dans ces pays-là, où encore une fois, on va d'abord accuser la femme d'avoir souillé l'honneur du malheureux, alors que dans nos pays, on va aussi se dire, peut-être que si madame n'est pas restée avec monsieur, c'est que monsieur n'était pas à la hauteur n'a pas tenu ses promesses finalement. La libéralisation, elle concerne uniquement l'Occident ? On y ajoute les États-Unis, bien sûr. C'est vrai que c'est là que c'est le plus préoccupant. Là qu'on a des déconstruits, qu'on a des mouvements, pour le coup, anti-masculins primaires, qu'il est convenu de surtout renoncer à toutes ces responsabilités qui jadis incombaient à monsieur, c'est-à-dire de tenir la porte à madame, de défendre madame, physiquement pour le coup, puisque le cas se présente de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui sont agressées dans la rue et très peu d'hommes réagissent face à ça. On préfère porter le poids de ce déshonneur. L'honneur lui-même est une notion en Occident qui a perdu énormément de sa valeur. C'est devenu quasiment un principe rétrograde, pour pas dire nauséabond. Donc on se donne vraiment toutes les bonnes excuses pour renoncer à ça, à ces responsabilités fondamentales. Mais le problème, c'est qu'à mon avis, elles seules peuvent faire l'accomplissement, la fierté, et elles seules peuvent valoir l'intérêt féminin, parce que l'homme déconstruit, c'est très bien, mais je pense qu'on s'en lasse très vite. Encore une fois, nous avons un programme assez profond, assez établi, et on peut faire semblant d'adhérer à de nouvelles sectes, à de nouvelles religions, mais ça n'efface pas ce programme. Alors Laurent Berton, on vous sent quand même à travers le livre un peu chagriné, affecté par finalement cette perte des rapports. Pour vous, on va vers un néant, une forme de nihilisme absolu. Et vous semblez regretter, mais on le sent dans l'ensemble de votre œuvre, un Occident passé, une France passée. Et je me posais la question, est-ce que pour vous aujourd'hui, il y a encore des femmes qui attirent votre respect, des modèles de femmes, qui est une femme qui, voilà, en France aujourd'hui, incarne, voilà. Alors vous citez un moment Brigitte Bardot dans le livre, par exemple. Alors, je pense qu'elles ont tout pour l'être, à condition qu'on respecte ce qu'elles sont, qu'on cesse de vouloir en faire des hommes et de louer des qualités qui sont habituellement, qui relèvent des critères de dominance masculin. Par exemple, le fait d'avoir beaucoup d'argent, le fait d'avoir un statut élevé, etc., ce sont des critères de dominance très masculins. Les femmes ont d'autres pouvoirs, comme je le dis déjà, le pouvoir de sélection qui est absolument fondamental, qui entraîne un peu la sacralisation occidentale traditionnelle de la femme. Et il y a ce pouvoir aussi de domination qui est très différent, dont on parle très peu. Les féministes, hélas, n'en parlent quasiment jamais. On parle que de l'égalité salariale et d'autres formes d'égalité, mais elles ont ce pouvoir sur le clan, sur le foyer, qui est bien plus tangible et bien plus utile et extrêmement abouti la plupart du temps. On sait très bien que très souvent dans les foyers, ce sont en réalité les femmes qui rapidement parviennent à tirer les ficelles et à obtenir ce qu'elles veulent sans avoir le physique, sans avoir le statut, sans avoir tout ça. Mais il y a ce pouvoir très féminin qui est très important, qui est très liant et qui est extrêmement utile à un clan. Un clan ne peut pas... Et on retrouve encore une fois la même chose chez nos cousins chimpanzés. Et c'est un travail de l'ombre, mais qui est extrêmement peu valorisé malheureusement par nos grands médias aujourd'hui. Donc pour moi, les femmes en plus qui doivent combiner des injonctions beaucoup plus pressantes que les hommes, puisqu'il y a cet aspect, vous devez absolument faire carrière, vous devez tout réussir comme les hommes, vous devez montrer votre émancipation, votre sexualité doit être comme ça, vous devez prouver votre liberté. En plus, évidemment, vous avez quand même cette biologie qui vous commande de faire des enfants, et ça prend, il se trouve, beaucoup plus de temps, d'énergie quand on est une femme, évidemment, bien sûr, beaucoup plus de responsabilité et d'engagement. Ça fait beaucoup, ça fait cette fameuse charge mentale dont on parle souvent, mais ça fait pas mal de raisons de les admirer, de réussir à, malgré tout ça, garder la tête haute et sur leurs épaules. Donc moi j'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup de femmes, à commencer par la mienne. Vous avez des exemples en tête, des icônes encore vivantes aujourd'hui en France, parce que souvent on dit, nous, hommes, on s'identifie à Bonaparte, enfin des grandes figures, Clovis, plus loin, enfin voilà, des grandes figures comme ça de l'histoire, à qui aujourd'hui les femmes peuvent s'identifier en France. On a l'impression qu'on a perdu toutes ces icônes.
Moi, je peux admirer quelqu'un qui va ne pas transiger, qui va rester dans sa voie, qui va réussir contre un peu tout. Par exemple, Marie Curie, à l'époque, il n'y avait pas de quota, hein, il n'y avait pas de ministère du droit des femmes. Elle voulait faire ça, elle a réussi, mieux que quasiment toutes les femmes et presque tous les hommes dans ce domaine précis. C'est admirable. Mais j'admire aussi quelqu'un qui aujourd'hui va avoir du recul, un simple recul par rapport aux injonctions féministes, à cette mode où il faut absolument suivre et dire oui, oui, c'est formidable et je vais sacrifier ma vie parce que Netflix le recommande. J'aurais de l'admiration pour ça. Ça paraît des petites victoires, mais c'est pas rien par rapport à cette pression sociale qui pèse sur nous, ces forces de conditionnement extrêmes. Parvenir à résister à ça, à garder son autonomie intellectuelle, c'est devenu, c'est une prouesse et donc c'est admirable. Alors pour revenir au rapport aussi sexuel, hein, c'est aussi le cœur de votre ouvrage, il y avait une étude en février 2023 qui disait que 43% des jeunes entre 18 et 25 ans n'avaient pas eu de rapport dans l'année écoulée. Est-ce que ça contredit pas un petit peu aussi votre vision un peu débridée du sexe, voilà, de la femme qui se donne un peu à outrance C'est très intéressant parce que d'un côté, le sexe n'a jamais été aussi présent, accessible d'un point de vue virtuel sur les magazines, les séries, la pornographie évidemment, les réseaux sociaux. Il y a énormément de gens qui vont se confesser, qui vont en parler. On peut lire absolument tout à ce sujet. Les publications gouvernementales, on voit des affiches 4x3 dans les rues qui vous expliquent comment enfiler des préservatifs, tout ce genre de choses. On n'en a jamais autant parlé. Par contre, on se rend compte qu'en réalité, il n'y a jamais eu autant de pression qui pesait sur les individus. Encore une fois, ces fameuses injonctions. La sexualité doit vous pouvez prouver votre liberté, etc. Une pression forte qui pèse aussi sur les jeunes garçons. Pression de la performance, de l'idée encore une fois, qui est très liée pour le coup à la pornographie. Et il semble que ça n'avait pas un effet particulièrement bénéfique dans les chambres à coucher en réel, quoi, en live, comme on dit. Et que beaucoup de jeunes Français, enfin Français même occidentaux, soient complètement perdus par ces formes de sexualité nouvelles. On voit des formes de sexualité très violentes, extrêmement déviantes, très préoccupantes. Un manque même au-delà du respect, de communication, de compréhension entre les sexes, et une fracture qui semble de plus en plus grande. Certaines femmes ne veulent rester qu'entre femmes, certains hommes passent leur temps à insulter les femmes sur les réseaux sociaux en pensant qu'elles sont directement les produits de Satan. Et évidemment, ça devient difficile de bâtir des relations de confiance, de compréhension. Le couple, normalement, doit être ce roc de stabilité qui résiste à tous les aléas du monde. Le monde est assez liquide et compliqué et inquiétant comme ça. Si en plus, il n'y a même pas plus cette cellule du couple, même pas familiale, mais s'il n'y a même plus le couple pour faire bloc, j'ai l'impression que tout ce que partagent les couples, ce sont des soucis, des non-dits, le fait d'être soumis à une vie dont on ne veut pas, dont on ne comprend plus le sens. Et ça fait pas beaucoup pour être heureux. Alors, vous parlez de Jean Kévin et Alison, enfin, vous donnez un stéréotype du couple français, mais vous dites quand même dans ce monde liquide, la forme classique de la famille est importante, et elle l'est d'autant plus parce que un homme deviendrait adulte au moment où il donnerait la naissance, c'est-à-dire qu'il deviendrait aussi de ce fait responsable. Idem pour la femme, et vous opposez d'une certaine manière ceux qui sont devenus adultes et ceux qui ne le sont plus, et c'est-à-dire du coup que tous ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants et ne veulent pas avoir d'enfants, vous avez dû suivre cette polémique récente d'une autrice, dirait-on, qui a privilégié avoir un chien plutôt qu'un enfant. Et c'est-à-dire que toutes ces personnes sont, comment pourrait-on dire, des adolescents, des adultes qui sont restés adolescents ou des enfants éternels. Et Emmanuel Macron en premier lieu, vous le disiez en début d'entretien. Alors sans doute pas tous. Hein. Je sais que dans certains cas, des personnes infertiles, des personnes handicapées, des homosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Certains seraient parfaitement à même mûrs, etc. et seraient d'excellents parents, et ils ne le peuvent pas, ou pour d'autres raisons qui leur appartiennent, ils ne le veulent pas. C'est assez difficile de le juger, mais par contre, quand on en arrive à cette espèce de propagande pour
Dire qu'un chien, ça vaut bien un enfant, que les enfants, c'est très gentil, mais c'est bien s'ils sont enfermés dans leur compartiment de train, s'il y a des vacances sans eux, etc. On revient à cette notion du monde, pour le coup, purement l'animal domestique ne veut que jouir, elle veut surtout pas s'embêter avec la moindre contrainte possible. C'est une vision vraiment des choses à très court terme, puisque la seule récompense, la seule chose qu'on peut laisser après nous, la seule raison qu'on a d'être sur cette terre, c'est quand même de laisser cette trace génétique, cette reproduction de nous-mêmes, en espérant qu'à son tour, elle en fasse de même, etc. Et c'est le fil de la vie. Et vous ne craignez pas qu'on puisse un jour libérer l'humain de la procréation en créant des enfants in labo, j'ai envie de dire, des fécondations scientifiques? Je pense que c'est un peu l'idée transhumaniste en général. Déjà, on nous explique à longueur de temps aux grands éco-anxieux que nous sommes, que faire un enfant est la pire des choses, le bilan carbone, c'est une catastrophe, vous n'y pensez pas. Et on tend vers ça. Et encore une fois, le transhumanisme, c'est intéressant puisque c'est vraiment la vision purement domestique, utilitaire du monde, de la vie. Par exemple, de vouloir la vie éternelle, c'est vraiment ne pas comprendre le principe, la valeur de la vie, de la mort, refuser complètement ce que nous sommes. Et de la même manière, modifier nos émotions par, je sais pas, par des implants hormonaux. Encore une fois, s'il y a la joie, il faut qu'il y ait la douleur. Sinon, ça ne marche pas. On serait complètement hors tout. On serait, pour le coup, des machines. Et de la même manière, déléguer notre reproduction, c'est nous enlever la mission qui donne un sens à notre existence. Peut-être que certains sa vie n'est que jouissance et qu'on est là uniquement pour jouir et s'amuser. C'est ce que j'allais dire. Peut-être que certains s'en porteraient très bien, comme des hamsters dans leur roue, ils vont courir toute leur vie et ils seront très heureux et à un moment ça s'arrêtera et c'est tout. Bon, pourquoi pas? Moi, je pense pas que ce soit la manière la plus satisfaisante de voir les choses, celle qui permettent le plus d'accomplissement, de satisfaction personnelle. Mais peut-être que ça convient à certains. Alors parlons d'accomplissement justement, puisque vous démarrez une deuxième partie en prévenant, vous allez étrier le féminisme, ça rejoint le wokisme, on en parlera. Vous parlez de dimorphisme, de libération de la femme. Alors, on le sait, ça a commencé, la question de la liberté de la femme, de la place de la femme, ça avait commencé, vous devez le savoir, on prenait au XVIe siècle, avec Christine de Pisan dans le débat de la rose, le rôle des femmes dans la société, ensuite, mai 68, plus tard, mais il y avait un objectif, il y avait un rôle, on a le sentiment que c'était pour avoir des droits. Pourquoi trop de féminisme aujourd'hui? Quel est l'objectif recherché de ces femmes, une fois qu'elles ont déconstruit les hommes, j'ai envie de dire, et après, et le wokisme, finalement, pourquoi, au final, à quoi tout ça va mener? Je pense que ceux qui vont être à la base de ces mouvements, qui vont être les figures de ce mouvement, ont, eux, des gains à très court terme, en termes de reconnaissance sociale, d'existence sociale. Voilà, des Rokhaya Diallo font la plupart des médias. Enfin, je pense que ça leur apporte ça donne un sens à leur existence. Ça, c'est très, très primaire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Souvent, les jeunes, quand ils vont dans les sciences sociales, ils se découvrent un militantisme. Ça leur donne un objectif, un projet de vie. Bon marché, c'est facile. Il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. Il suffit d'accuser tous les autres de sexisme, de racisme, etc. Et ça suffit. Donc ça, c'est leur fonds de commerce. Et je pense qu'il y a une inertie là-dedans. Chacun fait sa compétition pour aller encore plus loin que les autres, pour revendiquer plus, pour trouver de nouvelles demandes à formuler. Et malheureusement, on a complètement dépassé l'objectif initial. Et maintenant, on va disséquer à la loupe tous les secteurs, quels qu'ils soient, pour dire il n'y a pas exactement autant d'hommes que de femmes, c'est un scandale. Et après, on va passer en disant il n'y a pas autant de diversité que de non-diversité. Et après, oui, mais la place du handicap, etc. Et ça n'a absolument aucun sens. C'est complètement virtuel. Mais ça permet aux médias de faire leur actualité. Ça permet à pas mal de gens d'en vivre. Ça permet à Caroline Dehaze de donner des conférences très bien rémunérées dans la plupart des entreprises qui veulent se mettre du bon côté de la force. Les entreprises en jouent évidemment beaucoup dans leur com en disant on a recruté plus de femmes, on a recruté la diversité, on la met en avant.
Ces personnalités sont de gauche, mais sont finalement dans un fonctionnement extrêmement libéral et capitaliste. Alors oui, alors ça dépend comment on définit. Je suis très prudent avec ces termes parce que je me suis rendu compte que on il y a un raisonnement pécunier quotidien. Exactement, voilà. Oui, complètement. C'est très utilitaire dans leur esprit et ces gens deviennent des militants qui sont sans doute très convaincus par leur cause, deviennent des parfaits idiots utiles de ces grandes marques qui, elles, sont extrêmement cyniques. Il y a peut-être une employée des ressources humaines qui a dit il faut de la diversité, machin. Personne ne va oser la contredire. Donc on va mettre ça en avant. Et tant qu'il n'y a pas de préjudice financier direct, comme ça a pu arriver aux États-Unis dernièrement. On le voit, il semblerait que ce soit chez Disney, les chiffres s'effondrent. Netflix perd aussi en valeur à cause des séries woke. Et je ne suis pas sûr que le livre Le génie lesbien d'Alice Coffin se vende énormément. Non, et là, c'est pour ça que là, il y a quand même un petit risque. C'est si le marché, si ça commence à coûter cher, là, évidemment, le marché va devenir tout à coup très prudent vis-à-vis de tout ça. Donc quelque part, c'est un petit peu le fait d'aller trop loin, le fait d'en faire un peu trop dans le militantisme va rendre très prudents les grands argentiers de ce monde. Et ça peut donc calmer tout le monde assez vite. Ça, on se tape dans le mur de la réalité. Et dans ce mur de la réalité, justement, vous donnez plusieurs exemples qui, à nouveau, genre les hommes et les femmes, parlaient des cerveaux, des compétences, de la naissance. Et vous prenez plusieurs exemples. On laissera à nos lecteurs et spectateurs le bonheur de lire votre ouvrage pour les découvrir. Mais il y en a un que j'ai trouvé très intéressant, c'est sur les échecs. Vous dites les 10 plus grands champions du monde sont des hommes. Pourtant, justement, pour en venir au wokisme, il y a une série qui a très bien marché sur Netflix, Le jeu de la dame. On met en valeur une femme qui serait une championne. Est-ce que c'est ça la woke fiction dont parle Samuel Fitoussi, un essayiste qui a sorti un livre là-dessus? Bien sûr, c'est toujours la même chose. Par exemple, l'actualité des faits divers est exactement la même aussi. On sait très bien quelle est l'immense majorité des faits divers quand ça implique un individu issu de la diversité et un autochtone. Et ce qu'on va voir dans la production culturelle sera le rare contre-exemple. C'est-à-dire le gentil individu issu de la diversité, victime de toute l'oppression possible. Et les échecs sont vraiment un exemple très intéressant parce que énormément de femmes jouent aux échecs depuis très longtemps. Et là, aujourd'hui, c'est même dans le top 100, je crois qu'il n'y a aucune femme. Judith Polgar, qui était une joueuse extrêmement brillante, avait, je crois, été 7e mondiale, ce qui est vraiment, c'est Marie Curie-esque en quelque sorte, mais c'est rarissime. Et quand on demande aux joueurs professionnels pourquoi il y a toujours cet écart assez phénoménal entre les hommes et les femmes à très haut niveau, eh bien, ils sont très embarrassés. Et on va dire, je sais pas, je pense que c'est parce que il n'y a pas assez de championnes, elles peuvent pas s'identifier. Enfin, on va vous sortir tout un tas d'exemples comme ça culturels qui sous-entendent que bon, elles ont intériorisé le fait qu'elles n'y arriveraient jamais, qu'elles étaient moins bonnes que ces messieurs. Le problème, c'est que certains joueurs d'échecs qui ont eu l'honnêteté d'aller un peu plus loin vont vous dire oui, mais il y a quand même des petites différences en termes d'obsession systémique. Comme je le disais, l'homme est un être par nature prêt à sacrifier énormément à la compétition. À sacrifier sa vie à des tableurs Excel ou à des petits damiers 7 par 7. Et, là, vous dites qu'en revanche, la femme, elle, s'enfonce un petit peu dans ses névroses psychotiques. D'ailleurs, il ne faudrait pas en parler. Enfin, vous étriez un peu la psychologisation de tout. Elle aura beaucoup plus de mal à étudier pendant des années et des années, sacrifier les meilleures années de sa vie à l'ouverture des jeux d'échecs, vous savez, à toutes les stratégies, les finales, les machins. Ce sera beaucoup plus rare. Et il faut aussi dire que là on parle vraiment du très très haut niveau, donc ce sont des joueurs qui ont des aptitudes cognitives hallucinantes. Vraiment, ce qu'ils sont capables de faire, les machines sont plus fortes, mais eux sont quand même extrêmement au-dessus du monde en termes de vision, de calcul, etc. Et dans ces êtres extrêmement doués, dotés de capacités cognitives très supérieures, on se rend compte, les scientifiques se sont rendus compte que les hommes étaient plus nombreux que les femmes. La moyenne des intelligences est pourtant à peu près similaire. Vous prenez un homme au hasard, une femme au hasard, vous aurez à peu près le même niveau. Mais aux extrémités de la courbe, il y a plus d'hommes des deux côtés. C'est-à-dire il y a plus de débiles, en quelque sorte, il y a plus d'hommes très doués que de femmes. Il y a une plus grande variabilité masculine, ce qui semble... Ah oui, ça c'est parfaitement établi. Encore une fois, c'est très difficile d'en parler parce qu'on va vous dire oui, mais c'est le plafond de verre qui empêche, etc. Parce qu'on se rend compte que les femmes sont brillantes au lycée, elles sont meilleures que les hommes.
que durant leurs études supérieures, ça commence à s'équilibrer. Et quand on arrive à Polytechnique, il y en a déjà beaucoup moins. Et quand on arrive vraiment, je vous dis, le top 10 des jeux d'échecs ou ce genre de choses, ou enfin, quelle que soit la discipline, hein, que ce soit la création artistique, la physique nucléaire, etc., eh bien, la proportion des femmes sera bien moindre que celle des hommes. Ce qui explique la différence. Et quand on dit, regardez, une seule femme a eu la médaille Fields de mathématiques en 100 ans, c'est une discrimination épouvantable. Bah, pas forcément. Parce que quand on mène des études sur les brillants mathématiciens et mathématiciennes, on se rend compte que les hommes sont toujours prêts à plus de sacrifices, sont beaucoup plus obsessionnels, ils veulent gagner plus d'argent, ils veulent aller plus loin. Et il y a cette différence cognitive vraiment aux extrémités qui persiste. Donc évidemment, celui qui va comparer les revenus va vous dire c'est scandaleux, il gagne un peu plus. Mais c'est peut-être pas si scandaleux que ça. Laurent Berton, vous regrettez la disparition, l'effacement de l'homme blanc, le mâle hétérosexuel, qui a des enfants, qui vit dans ce modèle. Est-ce que vous êtes le dernier de votre nature ? Oh, je pense pas, non, je pense pas. Ça existe encore. Hein. Moi, vous savez, je suis originaire du Jura et quand je retourne là-bas, je me dis que l'éternité existe encore là-bas, par exemple. Il y a une différence géographique, c'est quelque chose d'assez métropolitain finalement, cette vision. Oui, en tout cas, moi, c'est peut-être ce côté un peu ancienne montagne, un peu voilà, qui résiste encore et toujours à Netflix et aux atteintes extérieures. Peut-être ça va changer. Hein. Fameux Jean Kevin et Allison. Oui, voilà, qui sont eux assez imperméables à tout ça. Mais dans les villes, c'est pas du tout la même chose. Et quand même, les élites, la plupart, sont dans les villes. Je pense que ceux qui vont émerger dans les coins ruraux, etc., la première chose à faire quand on veut réussir, la plupart du temps, c'est d'aller en ville. Et donc les campagnes se vident comme ça de leur cerveau. Et dans les villes, malheureusement, quand on entre, comme je le disais, à la faculté, on a vite tendance à se conformer au microcosme ambiant. On a envie d'être intégré en quelque sorte. Donc, on va adopter toute la panoplie qui va bien, wokisme, etc. Et après, ça peut être difficile d'en sortir, surtout si c'est payant, si on finit, je sais pas, journaliste à Libération ou quelque chose comme ça, où le fait de montrer patte blanche, idéologiquement parlant, est payant dans notre entourage, on n'a pas de raison de dire non. L'être humain est extrêmement suiveur, il a très peu d'opinions en réalité, mais il est prêt à adopter tous les masques possibles. Laurent Berton, pour conclure notre entretien, je fais le parallèle avec la conclusion de votre livre. Vous apportez enfin des solutions. Alors, vous exhortez les hommes à redevenir puissants, virils, entre autres. Et vous avez aussi, surtout, une sorte de... voilà, vous opposez à tout ce qui est politique. Mais alors, si la solution n'est pas politique, quelle est-elle ? Est-ce qu'on est dans un anarchisme absolu ? Qu'est-ce que vous proposez d'autre que de la politique ? Moi, je pense que la solution est en nous. Et malheureusement, on a encore une fois cette tendance à déléguer. Ça, c'est typique de l'animal domestique aussi. La foi en le maître. C'est le maître qui va me sauver. Moi, mon destin n'est pas vraiment entre mes mains. C'est un élu qui va sortir des urnes ou un général qui va faire un coup d'État ou je sais pas quoi. En tout cas, quelqu'un d'autre va faire à ma place. Ce que je suis pas capable de faire. Les responsabilités sont une charge trop lourde pour moi, etc. Et je m'agace un peu de ça. De voir que la grande question de mes lecteurs après le constat, après de dire c'est bien, vous avez dit ça, oui, on est d'accord avec vous, mais les solutions, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi me demander ça à moi ? Pourquoi eux ne cherchent pas eux-mêmes à répondre à la question ? Et que faire ? Mais tous les matins, on a au moins 10 bonnes choses à faire contre ce qui nous arrive. Par exemple, vous avez une implantation, je sais pas, le maire d'un tel village dit on va accueillir des réfugiés machin, et ben vous allez à la réunion, vous allez expliquer, enfin vous existez. Et on veut trouver. Ça marche aussi pour la justice, se faire justice. Absolument tout. Simplement manifester son opposition à ce qui se passe, ça fonctionne pour tout. Et là, le lecteur aura toujours une bonne excuse. Dire oui, mais moi j'ai un travail, j'ai pas le temps, j'ai un machin, et puis c'est pas la bonne solution, et puis il faut faire autrement. Et finalement, il ne fait rien. Et à partir de là, il est partie du problème. Il est peut-être même la partie principale. Comme le Français est tellement habitué à déléguer ses responsabilités, à vivre par procuration, il ne voit plus que c'est lui qui permet ça. C'est avant tout son état de passivité. Si le maître est si puissant aujourd'hui et nous impose autant de choses sans qu'il ne se passe rien, c'est parce qu'on lui concède ce pouvoir par notre impuissance totale. Donc il est temps de nous secouer un petit peu,
d'essayer de montrer l'exemple, au moins pour son clan, au moins pour les siens. De toute façon, ça coûtera pas plus cher. Et même si on échoue lamentablement, on aura une vie un petit peu moins catastrophique que si on continue à ne rien faire et à ignorer tout ce qui se passe. C'est très inspirant, en tout cas c'est même motivant. Merci beaucoup Laurent Berton pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Raisonnablement sexiste, en tout cas puissant et dans le réel. Merci à tous de nous avoir suivis sur Boulevard Voltaire. Donc continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube. On est bientôt à 120 000 abonnés et bientôt 100 000 sur Twitter. Donc merci à tous et bon dimanche.